nous amène à parler des stratégies de marché, des stratégies d'allocation d'actifs avec Alain Bocobza, je le rappelle, Société Générale CIB. Alain, la lecture que vous faites du marché aujourd'hui vous amène à parler d'un nouveau chapitre pour les investisseurs. Alors, techniquement, c'est même le 3e chapitre depuis le déclenchement de la crise pandémique, si on prend mars 2020 comme le début de cette séquence. Chapitre définissons ce qu'est un chapitre pour vous quand on parle justement de logique d'investissement et de location d'actifs, Alain. Un chapitre, c'est une séquence de quelques trimestres dans laquelle les actifs qui bougent, ceux qui montent ou ceux qui ne montent pas, sont très précisément identifiés. Premier chapitre, on est fin mars, début avril 2020, coordination, synchronisation, politique fiscale, politique monétaire. Il fallait prendre beaucoup de risques dans les allocations d'actifs, d'autant que les actifs risqués étaient bradés. Je pèse mes mots. On en avait parlé dans ce studio. Deuxième chapitre, on est à l'été 2021, donc presque une année plus tard. Chapitre dans lequel tout le monde devenait très optimiste sur les prévisions de croissance. Si on reprenait le FMI à l'époque, c'était optimiste. Et on commençait à voir la transition du temporaire vers quelque chose de moins temporaire sur l'inflation. Donc il y avait besoin de commencer à réduire le risque de portefeuille et aussi de monter en puissance sur les protections contre l'inflation. Troisième chapitre, c'est maintenant. On a un constat de surchauffe de l'économie américaine, 8% d'inflation, un demi-million d'emplois créés le trimestre, le mois dernier. C'est pas une récession, c'est une surchauffe. Ouais. Et la Réserve fédérale américaine, le banquier central américain, s'attaque bille en tête à cette surchauffe. D'accord ? Donc de parler de récession, c'est le chapitre 4. Oui. Et le chapitre 3 qu'on vit aujourd'hui, c'est d'aller protéger les investissements qu'on réalise d'une agressivité en matière de taux d'intérêt, en matière de réduction des liquidités, parce que la Fed va réduire son bilan, mais surtout une agressivité rarement vue dans l'histoire de la Réserve fédérale américaine en matière de hausse des taux. Et ça, il y a des conséquences importantes. Ça, c'est le troisième chapitre. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, cette agressivité, et c'était le phénomène des derniers jours, dans le phénomène de correction obligataire, on voit des taux longs américains réels ajuster des anticipations d'inflation, alors qui étaient très négatifs il y a encore quelques mois à peine, mais qui sont en train de flirter avec le niveau positif, le niveau du zéro, voire au-delà. Est-ce que ça, justement, c'est une des caractéristiques importantes dont il faut tenir compte dans ce chapitre 3, On va aller droit au but. Quand une banque centrale monte ses taux courts, les taux banque centrale d'alimentation des liquidités dans l'économie, vous avez un processus de montée des taux réels qui s'ensuit, c'est ce qu'on vit en ce moment. Vous avez les anticipations d'inflation cotées, il y a les obligations à taux variable indexées sur l'inflation, les anticipations d'inflation qui ont beaucoup monté sur les derniers trimestres sont en train de plafonner, voire de baisser un peu. Vous avez un aplatissement de la courbe, les taux longs montent mais beaucoup moins vite que les anticipations sur les taux courts, et dans la déclinaison sur les marchés d'actions, on est en multi-actifs, vous avez les défensives qui font beaucoup mieux. J'ai cru entendre Danone tout à l'heure qui défendait bien. Un élément phare, mais ça fait partie des défensifs. C'est un emblème. Les défensifs font beaucoup mieux que les cycliques, parce que dans le débat qui vient juste d'être animé, il y a des anticipations, on vient de la surchauffe, mais on ne va pas y rester longtemps. Non. Et donc il y a des révisions à la baisse sur les attentes de croissance qui vont pénaliser une partie des cycliques mondiales, notamment américaines. Et on a vu le premier accident cette nuit sur Netflix, c'est une grande cyclique Netflix, hein. C'est quand vous êtes en difficulté sur votre budget, c'est un des premiers budgets que vous allez couper. Vous pouvez continuer de regarder la télé gratuite. Très clair. C'est de la consommation discrétionnaire. C'est lié à la vigueur de la croissance économique. C'est de la consommation cyclique. C'est de la technologie, mais c'est de la consommation cyclique. Et ça souffre. Moi, ce qui m'a marqué, puisqu'on parle... Hier, Netflix était au plus bas depuis 2019, ce crash de 25% hors marché. Et à l'inverse... Pourtant, là aussi, dans le domaine de la consommation discrétionnaire, on avait un groupe comme Marriott, dans l'hôtellerie, dont le cours de bourse touchait un plus haut historique. Là, on a l'impression d'avoir une fragmentation dans le domaine de la consommation entre un truc très digital, de très forte croissance, Netflix, qui déçoit, et à l'inverse, quelque chose d'une expérience de vie beaucoup plus réelle, quelque chose de beaucoup plus physique, d'une certaine manière, avec l'hôtellerie. C'est-à-dire que même au sein d'un même secteur, il va y avoir des différences très, très importantes de choix à faire peut-être pour les investisseurs. Oui, après nous, on essaie de faire la différence entre ce qu'on appelle les technologies défensives et celles qui sont plus vulnérables. Il y a dans certains compartiments des technologies des tickets d'entrée
qui sont très capitalistiques et très compliqués pour... et d'autres, comme Netflix, vous avez plusieurs offres qui sont arrivées sur les 2 dernières années, concurrentes, je ne les citerai pas, mais il y en a pas mal qui sont arrivées avec des contenus de grande qualité et qui viennent en concurrence sur les prix, sur le content, etc. Donc il y a des parties de la technologie, donc c'est pas tout qu'il faut vendre ou tout qu'il faut acheter, il y a vraiment beaucoup plus de dispersion. C'est le terme qu'on emploie à l'intérieur du compartiment des grandes technologies mondiales, entre celles qui vont être robustes et dites défensives dans l'environnement de ralentissement économique qui s'ouvre et de plus grande concurrence, par définition, et celles qui vont avoir des difficultés à défendre leur prix. Leur prix. Oui, bien sûr. Concrètement, là, si on reprend quand même le schéma d'allocation d'actifs pour ce chapitre 3, donc dans la partie action, il y a la partie défensive, mais on pourra détailler un petit peu. Mais déjà, si on part peut-être des grandes masses, l'exposition action que vous recommandez aujourd'hui par rapport à une exposition obligataire, est-ce que de voir des taux réels américains presque positifs, est-ce que c'est déjà un intérêt pour l'investisseur global, diversifié? Et puis, la poche action, justement, comment est-ce qu'on la dimensionne aujourd'hui? On a réduit l'exposition action pour la 2e fois en un an. Donc là, on est autour de 40%. On était à 65% il y a 12 mois. On n'est pas au minimum de ce qu'on peut proposer. Ça, ce sera peut-être le 4e chapitre, si ce chapitre devait être prédictif d'une récession. Mais on n'en est pas là. Je pense qu'il faut vivre chapitre par chapitre et paramétrer les grandes orientations dans ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'on pourrait vivre demain. Il y a trop d'incertitudes, c'est un terme qui a été employé tout à l'heure sur les réactions de politique économique. Je n'ai pas envie de me faire prendre à contre-pied là-dessus. Donc là, ce qu'on vit, c'est qu'il faut réduire l'exposition action, temporairement pour l'instant, on verra si ça dure plus tard, je ne peux pas prédire les décisions de demain. Et à l'intérieur des marchés obligataires d'État, les obligations souveraines, on est moins en défaut d'attrait sur les États-Unis, sur les obligations américaines, que sur les obligations zone euro. On a fait un grand chemin déjà dans le reparamétrage des attentes de la Fed. Plus personne ne dit que la Fed va rester les bras croisés à ne rien faire. Donc il y a beaucoup d'agressivité qui a provoqué une hausse des taux longs. L'étape d'après, ce sera plus équilibré sur la partie longue. On va au fur et à mesure de la montée des taux courts anticiper moins de croissance économique. Ça, c'est bon pour la partie longue des obligations d'État américaines. Alors que le repricing, pour utiliser un terme franglais, de ce qui reste à faire pour la Banque Centrale Européenne, reste compliqué. Et donc ça pénalise les obligations, qu'elles soient du corps euro ou de la périphérie, dans la roue. Donc on reste à l'écart des obligations d'État européennes, euro-EN, et on va repondérer sans couvrir du change. Parce que si on se dit que les différentiels de taux d'intérêt banque centrale, comme les différentiels de croissance économique restent à l'avantage des États-Unis, dans la période des prochains trimestres, dans le chapitre en cours, restent à l'avantage des États-Unis, même si le dollar est cher aujourd'hui, il ne faut pas le lâcher. Il ne faut pas le lâcher. C'est ça. La force, la tendance de force haussière du dollar sans faiblesse, sans faiblesse signalée à ce stade, c'est un mouvement qu'il faut suivre encore aujourd'hui. Jusque chapitre 3, chapitre 4 sera... Vous voyez, pour ne pas aller trop loin, parce que j'entends déjà dire dans les échanges que je peux avoir avec nos grands clients, mais l'étape d'après, c'est que la Fed finalement ne pourra pas exécuter tout ce qu'elle dit, donc ça, à ce moment-là, il faudra lâcher le dollar, mais il ne faut pas le lâcher trop tôt, parce que pour l'instant, la Fed, elle exécute. Question de timing. Tout est question de timing. Et le timing est crucial. Voilà, donc pour l'instant, on lâche pas le dollar. Donc on reprend un peu d'obligations américaines, même s'il y a toujours un risque sur les taux longs, mais si on est avec de l'exposition au dollar, c'est beaucoup moins risqué. Et on commence à avoir un petit peu de rendement qu'on n'a pas dans les zones euro. Bon, et dans cette poche action, pour conclure, Alain, donc on a parlé des défensives, mais comment, là aussi, comment est-ce qu'on compose aujourd'hui une poche action dans l'allocation d'actifs que vous recommandez? Quelles sont les qualités ou les caractéristiques qui vous intéressent dans les marchés actions? Donc, on va avoir une caractéristique globale, plus défensive que cyclique. On va avoir une caractéristique de faire attention aux compartiments très chers. Il n'y a pas que des technos. Il y a des technos dangereuses, mais il n'y a pas que ça. Et on va aller se porter beaucoup plus qu'auparavant sur les valeurs de rendement. Ça peut paraître une stratégie un peu pépère, mais finalement, dans des marchés plus compliqués, dans lesquels les attentes de bêta sur les indices sont moins impressionnants qu'ils n'ont pu l'être, ça va être protecteur. Et il y a des compartiments, des marchés d'actions qui génèrent de gros rendements sécurisés. Nous, on fait ce qu'on appelle du quality income, c'est-à-dire income, c'est la partie gros dividende dans les marchés d'actions, mais qu'on va filtrer
avec la qualité, c'est-à-dire des beaux bilans, à même de sécuriser les flux de dividendes dans les trimestres et les années qui viennent. Et là, vous avez un compartiment qui fait très bien en ce moment, avec des régimes de volatilité très raisonnables, alors que la volatilité monte un peu dans les actions. Donc on va être gros PE, grosse valorisation, contre des choses un peu plus pépères, mais qui passent la période devant nous, et dans lesquelles il y a très peu de positionnement. La plupart des grands investisseurs sont très peu positionnés, et c'est un des éléments discriminants pour identifier le vrai risque de marché. Si personne n'est dessus, on ne peut pas vendre. Et si on cite des exemples sectoriels, c'est quoi? Je vois par exemple le secteur du healthcare qui est au plus haut historique, je vois le secteur des télécoms. Effectivement, secteur dont on ne parle jamais depuis des années, sauf pour dire que c'est un secteur qui ne fait rien et qui n'intéresse personne. Là aussi, il y a des comportements de valeurs télécom qui sont beaucoup plus positifs depuis quelques temps. Moins négatifs, en tout cas. Moins négatifs. Relatif au marché, mais rien n'a changé fondamentalement dans ces compartiments, sauf que le regard sur les versements de dividendes, lui, change. Ouais. C'est pour ça que j'insiste, sur les grands paramétrages, sur le nouveau regard qu'on doit apporter en disant s'il y a des gros rendements sur dividendes, c'est pas par hasard. Les grandes valeurs de croissance que tout le monde adore, pas de rendement, par définition des grandes valeurs de croissance. Donc là, c'est une opposition. C'est une partie de ce qu'on appelle le value, mais dans le value, il y a des titres qu'on n'a pas envie d'avoir, il y en a d'autres qu'on a envie d'avoir, et le sous-compartiment des valeurs de rendement filtrées avec des beaux bilans, le quality income, est un compartiment adorable pour passer la période qui s'ouvre devant nous, si on sécurise les versements de dividendes en toute beauté. Quality income, donc c'est voilà, le cœur de la stratégie action dans l'allocation d'actifs que vous défendez pour ce chapitre 3 donc, qui nous intéresse aujourd'hui. Avant le suivant, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup messieurs. Alain Bocobza qui était avec nous en plateau, je le rappelle, responsable monde de l'allocation d'actifs chez Société Générale CIB, et Patrice Gautry qui nous accompagnait également, chef économiste à l'Union bancaire privée. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h pour une nouvelle heure d'émission en direct sur Bismart.